Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous imaginez même pas à quel point je suis contente, je dois avoir un sourire de nul et une tête de con, mais c'est pas grave. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, vu que j'ai fait une pause fin décembre et que ça fait 2-3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, et surtout parce que c'est la première vidéo que je tourne avec mon nouvel appareil photo. Voilà, c'est mon cadeau de moi à moi pour Noël. Je me suis fait plaisir, ça m'a coûté très cher, mais je me suis acheté un appareil photo et surtout un trépied. En fait, c'est très con, mais la raison principale pour laquelle je me suis offert cet appareil photo avec ce trépied, c'est parce que j'en avais ras-le-bol de galérer à faire une pile de carton et puis des livres en plus pour pouvoir mettre mon pauvre petit trépied avec mon téléphone dessus. En fait, mon trépied s'est cassé, enfin mon mini trépied qui est à peu près grand comme ça, s'est cassé pendant le mois de novembre. Et j'en avais marre, j'en avais vraiment marre de galérer. J'aurais pu juste racheter un petit trépied pour mon téléphone, mais franchement, j'avais la flemme. Je sais aussi qu'il existe des grands trépieds pour téléphone, mais franchement, je me suis dit, j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant investir. Et donc, j'ai acheté un appareil photo. Alors, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le Sony XV, je sais plus quoi là, le truc qu'ils ont sorti spécialement pour les vlogs. Et tout et tout. Bon, je m'en servirai pour les vlogs, mais je m'en servirai surtout pour mes vidéos. Et j'ai acheté un trépied. Comme ça, j'ai pas besoin de vider ma table basse et de faire une pile et une pyramide de trucs pour avoir le truc à ma hauteur. C'est juste magique, vraiment. Mais du coup, c'est la première vidéo que je tourne avec. Donc, au niveau du son, au niveau de la luminosité, au niveau du focus, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un espèce de crash test. Voilà, en fait, ce qui me fait peur, c'est que comme je vais montrer des livres, puis pas montrer des livres, j'ai peur que le focus y galère un peu. Mais bon, bref, on verra. On n'est pas là pour parler de mon appareil photo, parce que je n'y connais pas assez pour faire une vidéo dessus, faut pas déconner. On est là pour parler quand même de bouquins. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais bonne année, parce que c'est la première vidéo de l'année et je la tourne en 2021. C'est rare que je tourne la première vidéo qui sorte sur une année, sur l'année en cours en fait. En général, je la tourne l'année d'avant. Mais bref, du coup, on est parti pour cette petite lecture. Et comme ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo, même si j'avais rattrapé mon retard au niveau des updates, et ben j'ai du nouveau pris un petit peu de retard. Donc j'ai 4 livres, c'est 4 livres qui étaient dans ma palle dans ma palle du Call Winter et que j'ai lu en décembre, début décembre. Donc bref, on y va. On commence du coup avec le tome 3 de Percy Jackson, donc Le sort du titan, écrit par Rick Riordan. J'ai de nouveau passé un super moment, j'adore cette saga. Pour ceux qui débarqueraient de Mars et qui n'auraient pas vu les films ou jamais entendu parler de Percy Jackson, c'est un demi-dieu qui, au début du tome 1, découvre qu'il est un demi-dieu et de qui il est le fils. Parce que s'il est demi-dieu, c'est qu'il est le fils d'un dieu ou d'une déesse à un moment donné ou à un autre. Et donc du coup, il découvre ça et ça explique pas mal de choses sur son comportement, pourquoi il a du mal à l'école, pourquoi il a du mal à se concentrer, pourquoi en gros il est un peu hyperactif et dyslexique. C'est des choses qui arrivent très souvent aux fils et filles de dieux et déesses, bref. Et à partir de là, on va le suivre dans ses aventures avec les dieux, les déesses, un espèce de camp d'été, dans le tome 1 donc. Et ici, on est plutôt en hiver, et alors je savais pas du tout, mais je l'ai lu pile poil au bon moment, parce que ça se passe du 1er décembre, en gros ça se passe pendant l'avant, ça se passe du 1er décembre jusqu'au solstice d'hiver. Donc c'était juste parfait, je savais pas du tout que ça se passait à ce moment-là. Ça m'arrive rarement de lire un livre pile poil au moment où il se passe parce que avant de le commencer, je sais pas à quelle période de l'année il se passe. Mais là, du coup, c'était juste parfait. Et en plus, pour le Cold Winter, c'était. Bref, on aurait dit que c'était écrit. Et ici, on rencontre des nouveaux personnages qui débarquent en fait, et c'est très cool. Parce que c'est rare que dans les sagas young adultes comme ça, on ait des nouveaux personnages qui soient mis en place et qui soient créés au cours des tomes 3 et 4 notamment. Enfin, j'ai pas encore eu le 4, mais voilà. Et on a aussi des nouvelles déesses et dieux, enfin nouvelles. Ce sont pas nouvelles les déesses et les dieux, c'est juste qu'elles sont intégrées à l'histoire alors qu'avant elles ne l'étaient pas. Je dis elles parce que c'est majoritairement des déesses qui sont intégrées. On a aussi un dieu, mais je sais plus lequel. Bref, et l'histoire de ce tome-là, c'est qu'il y a un des personnages principaux, que personnellement j'aime beaucoup, qui va se faire enlever. Et donc du coup, Percy et les autres vont essayer de sauver ce personnage, parce que ça serait bien de ne pas le laisser tout seul, perdu, on ne sait où. Il y a un mythe absolument génial qui est exploité, c'est vraiment rigolo. J'adore cette saga, je trouve ça trop cool, c'est très bien écrit, les personnages sont géniaux, on ne s'ennuie pas.
Et j'adore le côté mythologique, voilà, c'est un truc que je kiffe, j'adore la mythologie grecque, égyptienne, romaine, j'adore ça. Et là, franchement, je m'éclate avec cette saga. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant d'années avant de la commencer, mais je suis très contente de l'avoir enfin commencé et d'être enfin dans cette saga. Je sais qu'en plus, même une fois que j'aurai terminé cette saga, il y a une autre saga avec les dieux écrits par le même auteur. Je sais plus le nom, mais je sais qu'il y a une autre saga, donc c'est trop cool. Bref, j'adore cette saga, je peux que vous la recommander. C'est de la... En fait, c'est de la jeunesse, mais écrit comme du young adulte. C'est-à-dire que les personnages ont 13-14 ans, donc c'est plus du middle grade jeunesse. Mais l'histoire est décrite de manière à ce que... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'ils ont que 13 ans. Je leur donne plus 16 ans dans l'histoire. Donc, c'est un peu plus du young adulte pour moi. J'ai dit en fin 2020 dans les vlogs que j'avais de plus en plus de mal avec le fantastique et la fantasy young adulte. Et ben en fait, Percy Jackson est un contre-exemple. Voilà, j'adore Percy Jackson. Bref, j'écoute toujours Nothing Like You de Dan plus Shay pour cette saga et j'ai hâte de lire le tome 4. En décembre, j'ai eu énormément envie de romance, donc j'avais lu le Tina M You Kill Me Boy et ensuite j'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner avec Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Christina Loren et bah de nouveau j'ai adoré, c'était trop cool. J'ai moins aimé que les autres, j'ai moins aimé notamment que la saga Beautiful ou que leur autre saga qui s'appelle je ne sais plus comment, Wild de truc là, comment ça s'appelle, celle-là, là. Bon, le livre est là, voilà, je sais plus comment s'appelle la saga, mais j'ai moins aimé que ces livres-là, n'empêche que c'était trop cool et que j'ai passé un super moment. Le titre, bah en gros le titre résume le livre, hein. Voilà, on a Josh et Hazel qui se connaissent depuis l'université, qui se sont perdus de vue, qui vont se retrouver au début du livre, qui vont devenir amis, mais c'est une romance quand même, hein. Voilà. Voilà. Franchement j'ai adoré, c'était très cool. Ce qui a fait que j'ai moins aimé que les autres livres, c'est le personnage d'Hazel. Je sais que parmi les lecteurs de ce livre, beaucoup aiment Hazel. Moi, c'est pas que je l'ai trouvé insupportable, c'est pas vrai du tout, mais c'est pas le genre de personnage que j'aime, c'est le genre de personnage un peu, comment dire, un peu déluré, un peu, voilà, qui est drôle, qui est fun, qui rigole tout le temps, qui se prend pas la tête. Et dans un livre, j'ai un peu de mal avec ce genre de personnage-là, je trouve toujours que c'est trop. Mais là, en fait, Josh vient compenser comment dire, cette manière d'être de Hazel. Josh, à l'inverse, est très calme, très posé. Chez lui, c'est très rangé, tout est ordonné. Il fait le ménage, il fait la vaisselle parce qu'il a horreur que la vaisselle elle traîne, alors que Hazel, elle sont pas les steaks en fait, tu vois. Voilà, ils sont les opposés l'un de l'autre et du coup, ça, c'est-à-dire que si les deux personnages avaient été aussi délurés que Hazel, j'aurais pas pu, ça aurait été trop pour moi. Mais là, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est très léger, c'est très fun, ça se lit très bien. Et à la toute fin, on a un... Je vais pas spoiler la fin, mais à la toute fin, on a un thème particulièrement important qui est abordé. Et la réaction de Josh est juste parfaite. Messieurs, si vous pouvez lire ce livre et prendre exemple sur sa réaction à lui quand il découvre le truc de la fin, ça serait cool. Vraiment, ça serait très cool. C'est un truc qui m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. En tout cas, dans ces conditions-là. Mais c'est l'une des plus grandes peurs chez une femme, sachez-le. Et donc du coup, bah, c'est très cool de réagir comme ça parce que tous les hommes ne réagissent pas comme ça, malheureusement. Bref, je parle pour ne rien dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais j'ai passé un super moment, c'était trop cool. J'adore Christina Loren et il faut que je lise plus souvent du Christina Loren parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. Voilà, j'ai trouvé ça génialissime et je peux que vous recommander cette romance. Bon là on vient de parler de deux livres que j'ai aimés, c'était fun, c'est cool et j'ai adoré. On va passer dans le côté obscur de cette vidéo de lecture parce que les deux livres qui me restent à vous présenter ce sont des livres que j'ai abandonnés et que j'ai pas aimés. Le premier je l'ai pas aimé mais je m'en remettrai. Le deuxième ça va être l'occasion d'un petit coup de gueule. Voilà, on va démarrer l'année avec un petit coup de gueule en update lecture, c'est sympathique. Bref, pour l'instant je vous parle de Simon Thorne, le tome 1 donc et le sceptre du roi animal de Aimé Carter. J'ai pas du tout compris ce livre en fait, enfin j'ai pas du tout aimé, ou une page j'ai lu, je ne sais pas. 71, voilà. En fait on va y rencontrer Simon, on va le dire à la française, qui a 12-13 ans je dirais par là, et qui il vit avec son oncle parce que sa mère elle est constamment en voyage, son père apparemment il est mort, ou c'est pas trop en tout cas, en bref je m'en rappelle plus, mais en gros il vit avec son oncle. Et il est un peu martyrisé à l'école parce que il est pas comme tout le monde et parce que voilà, c'est le genre de petit garçon un peu dans ce coin, un peu timide, la victime parfaite pour la grosse brute de l'école et cette brute ne s'en prive pas. Et en plus de ça, il parle aux animaux.
donc aux pigeons, aux aigles, aux écureuils, il parle à tous les animaux. Et donc du coup, bah, ses camarades le savent et bah, se moquent de lui parce qu'il parle aux animaux. En gros, ils le prennent pour un fou. Et donc voilà, on va suivre ça. Et vers le début du livre, alors tout ce que je vous dis là se passe dans les 70 premières pages, donc j'estime que c'est pas un spoil parce que le résumé en parle. Bref. Et donc du coup, au début du livre, il y a un aigle qui vient le voir et qui lui dit, en gros, il le met en garde sans lui dire contre quoi il le met en garde. Il lui dit attention, mais on ne sait pas à quoi il faut qu'il fasse attention. Donc c'est un peu la merde. Il va à l'école, il fait sa journée, tout ça. Et quand il rentre, sa mère est là. Il faut savoir que sa mère n'est jamais là. Elle fait entre guillemets l'effort de venir pour Noël et pour son anniversaire à lui. Mais il y a des années où elle n'est pas là. Quand elle reste, c'est à peine 24 heures et elle repart. Et donc là, quand il rentre de l'école et que sa mère est là, c'était bizarre. Donc bref, sa mère est là et c'est très flou, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais en gros, elle lui dit t'es en danger, il faut qu'on parte. Donc du coup, il va suivre sa mère et sa mère et son oncle pour partir, parce qu'en gros, il doit fuir quelque chose, mais personne ne lui explique rien. Il a des tonnes de questions et il les pose. Ça, j'ai trouvé ça très cool, parce que ça me gonfle quand on a un personnage qui comprend rien à rien et qui pose pas de questions. J'ai envie de le tarter. Donc là, il pose des questions, il a certaines réponses, mais pas tout. Et en fait, ce qui m'a gonflé, c'est que, alors déjà, je n'étais pas très fan du personnage de Simon de base, mais en fait, au bout d'un moment, il se retrouve séparé de sa mère et de son oncle alors qu'ils sont en train de fuir dans sa New York, je crois. Ils se retrouvent séparés et sa mère, en gros, bah, ça reste sa mère, tu vois. Elle est là pour l'aider, elle l'aime et elle veut le sortir de là, elle veut que tout se passe bien pour lui, qu'il soit pas attrapé par les espèces de méchants qui sont après lui. Mais comme elle refuse de lui répondre, il va fuir en fait sa mère et il refuse de la suivre tant qu'elle lui aura pas dit ce dont il s'agit. La seule chose qu'elle lui a dit, c'est que son grand-père était méchant et qu'il fallait pas qu'il aille voir son grand-père. En gros. Sauf que il va, donc en gros il fait un peu une espèce de crise d'ado, c'est pas du tout le moment de faire une crise de rébellion, mais c'est pas grave. Et donc il dit, bah moi je m'en fous, et il envoie sa mère bouler en gros en mode je fais ce que je veux. Et là, il va croiser une fille qu'il a rencontrée plutôt dans la journée à l'école qu'il ne connaissait pas du tout. Et cette fille lui dit, moi je dis que tu dois aller voir ton grand-père, c'est mieux. Et il va suivre cette fille. Et moi, je peux pas. C'est-à-dire que j'étais déjà en train de m'énerver après Simon. Mais quand tu as un personnage qui fait confiance à une personne qu'il vient de rencontrer il y a à peine 2 heures, plutôt qu'à sa mère et à son oncle. Alors, je comprends qu'il ait du mal avec sa mère parce qu'elle l'a abandonné, elle était jamais là et tout. Mais son oncle l'a élevé, il a toujours été là pour lui. Et Simon refuse de les écouter en fait. Donc en gros, sa mère et son oncle lui disent non, ton grand-père, il faut pas que tu le voies, il est méchant, il t'en veut, il va te faire du mal. Viens avec nous. Et il croise une autre fille qui lui dit non, non, il faut que tu ailles voir ton oncle et ton grand-père et tout, c'est mieux pour toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bah oui, je vais pas écouter ma mère, je vais pas écouter mon oncle, rien à foutre. Je vais suivre une inconnue qui va m'emmener voir la personne que ma mère et mon oncle m'ont dit de surtout pas aller voir. Pourquoi? Je fais what en fait? Mais quel humain fait ça? Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Enfin, je me disais là, mais c'est pas possible. Et en plus de ça, je n'aime pas vraiment le personnage de Simon. Il me tape un peu sur le système. Et cette décision-là, je me suis dit non, c'est pas possible. Moi, je refuse de suivre un personnage qui fait de la merde en fait. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je n'ai pas lu ce livre. Voilà. Parce que ça me saoule. Voilà. Peut-être que par la suite c'est très bien et peut-être qu'il n'y aura pas d'histoire si il n'écoutait sa mère et son oncle, mais enfin, présenté comme ça, c'est tellement ridicule en fait. Je peux pas comprendre un humain qui fait ça. C'est pas possible. Donc, j'ai pas lu. J'avais quand même une musique qui était Side Piece de Julia Cole. Et voilà. Je n'ai pas lu ce livre parce que ça m'a agacé. Bon, c'est l'heure du petit coup de gueule. Ça va être de nouveau un petit coup de gueule sur Noël. Oui, ça fait longtemps. Donc, j'ai essayé de lire L'amour s'invite à Noël de Isabelle Alexis, Adèle Bréau, Marie Vareille, Tony Béard, Sophie Henrinet et Marianne Lévy. Donc, c'est un recueil de nouvelles. En fait, ils avaient fait 2 recueils de nouvelles chez Charleston. Une année avec tous ces auteurs-là qui ont écrit et d'autres, je crois, qui ont écrit une nouvelle. Et l'année d'après, ils ont repris les mêmes auteurs et certains auteurs, donc les 6 que je viens de citer, ont écrit la suite de la nouvelle qu'ils avaient écrite l'année d'avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et en gros, ce recueil-là rassemble leurs 2 nouvelles à chaque fois. Donc la nouvelle qu'ils avaient écrite dans le premier recueil de nouvelles et la nouvelle qui est la suite qu'ils avaient écrite dans le deuxième recueil de nouvelles. Là, on a deux nouvelles écrites par Isabelle Alexis,
la deuxième étant la suite de la première, pareil pour Adèle Béréo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ce sont des nouvelles qui se passent à Noël. Ce livre m'aura au moins permis d'identifier pourquoi je n'aime pas les romances de Noël. Alors j'ai pas lu beaucoup de romances de Noël, mais quand je parle de romances de Noël, pour moi c'est pareil, les téléfilms de Noël, c'est pareil, c'est le même problème, ça me saoule. Alors déjà, j'ai trouvé ça mais très mal écrit, très maladroit. C'est juste pas possible. Pour vous donner un ordre d'idée, la première nouvelle, ça commence par un discours d'une femme à sa famille à Noël. Et en fait, c'est une excuse pour l'autrice pour présenter tous ses personnages. Mais qui fait ça en fait? C'est-à-dire que dans son discours, elle dit « Toi, ma fille qui a 34 ans, qui travaille dans je sais plus quoi, qui a 2 enfants magnifiques, qui sont au CP. » Mais qui fait ça? Déjà, qui fait un discours à Noël? Je sais pas où, mais moi ça n'arrive pas dans ma famille. Et de deux, même si quelqu'un fait un discours à Noël, à quelle heure tu parles à ta famille et tu présentes toutes les personnes de ta famille? C'est hyper maladroit comme manière d'écrire. Alors oui, c'est bien pour l'autrice, ça lui permet de présenter tous les personnages, mais c'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout cohérent, enfin, c'est mal écrit. Moi je trouve ça mal écrit, c'est mal construit, ça ne va pas. Donc j'ai lu, j'ai pas lu tous les débuts de toutes les nouvelles parce qu'au bout d'un moment ça m'a gonflé, mais j'ai lu les débuts des 4-5 premières nouvelles. Et ce qui me gonfle dans les romances de Noël et dans les téléfilms de Noël, c'est que en général, comme on a cette espèce de... C'est pas le cas dans les romances de base, parce que la différence qu'il y a entre une romance et une romance de Noël, c'est le repas de famille. Voilà, comme on est dans une romance de Noël, il y a le repas de Noël, et donc il y a toute la famille qui se rassemble pour faire le repas de Noël, tout ça. Et ce qui me gonfle, et là c'est ma part entièrement féministe qui parle, c'est le fameux discours. Alors il y a deux types de discours. Donc on a la grand-mère, on va l'appeler, enfin la mère d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, tu vois, voire plus, ça dépend, et sa fille qui a soit 25-30 ans et qui n'est toujours pas mariée et qui a droit au super discours de « Ah là là, mais tu n'es toujours pas mariée, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et pourquoi tu es célibataire? Mais fais un effort, trouve-toi un mec, bordel !» Ce discours-là, je le supporte plus vraiment, ça me fatigue, je n'en peux plus. Ou alors, pire que tout, on a un personnage de 40-45 ans qui est divorcé. Et alors là, c'est... Mais ma chérie, mais tu es divorcée, mais que va-t-on faire de toi? Mais bordel, une femme n'a pas besoin d'être en couple en fait. Enfin c'est bon, elle peut être célibataire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça me fatigue. Et dans toutes les romances de Noël, c'est comme ça. On a ce fameux discours-là, ça ne rate jamais. Si on ne l'a pas dans le repas de famille, on l'a par le narrateur, par l'auteur ou l'autrice carrément. Ça ne rate jamais. Je vous mets au défi de me trouver une romance de Noël sans une petite phrase du style « Elle a 30 ans, elle est célibataire, ah là là, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et alors aussi, ce que j'ai aussi identifié avec ce livre, c'est que tous les personnages féminins sont stéréotypés de manière négative et tous les personnages masculins, pour compenser sûrement, sont stéréotypés de manière positive. Je m'explique. On a donc en personnage féminin la pauvre cloche de 25-30 ans qui est toujours célibataire, qui a raté sa vie, ah là là, ça va pas. Et ou la pauvre cloche de 40-45 ans qui est divorcée, qui est au bout de sa life parce que ah là là, ça va pas. La femme complètement maniaque, complètement rigide, absolument insupportable, qui maîtrise tout, qui gère toute sa vie et qui fait chier tout le monde. Leur mère en général qui n'hésite pas à critiquer tout et tout le monde. Est-ce qu'on a un personnage féminin encore? Ah, on va aussi avoir la petite fille. Ah, celle-ci, tête à claque, je ne la supporte pas. Voilà. Et en personnage masculin, du coup, face à ça, faut bien mettre des personnages sympathiques, tu vois. Donc on a le grand-père qui reste assis dans son fauteuil avec son petit livre, ou son jeu, ou je sais pas quoi, sa pipe, enfin bref, qui est très calme, très cool, qui laisse sa femme tout gérer parce que il a pas besoin de faire grand-chose, et puis de toute façon, s'il fait quelque chose, il va se faire engueuler, donc il reste assis dans son fauteuil tranquille. On a le mari de la femme complètement frigide, complètement maniaque, qui est un petit peu déprimé parce que sa femme le saoule, mais en même temps, ils sont mariés, puis ils ont des enfants, puis leur vie est pas si mal, donc ils restent parce que c'est cool. Parfois, on a un célibataire absolument beau, absolument magnifique, un métier génial, qui est juste parfait. Vraiment, je supporte pas. J'adore les romances, mais alors les romances de Noël, je ne peux pas, c'est pas possible. Autant de clichés à la page et autant de... C'est pas possible. Moi, je peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas lire ces trucs-là. Donc, je n'ai pas lu ce livre. Je le tiens du bout du doigt parce que vraiment, je trouve ça horrible. C'est pas possible. Au moins, ça m'a permis d'identifier pourquoi j'aime pas les romances de Noël. Parce qu'en plus, comme si ça ne suffisait pas tout ça là,
on a un truc hyper mielleux qui se dégage de la pauvre fille de 25-30 ans célibataire depuis des années qui est en train de rater sa vie, qui rencontre le mec parfait, magnifique, super beau, super grand, super musclé, avec une vie parfaite. Et évidemment, il tombe amoureux et ah là là, c'est magique. Ah là là, ça me saoule. Vraiment, je supporte pas ce genre d'histoire. C'est un truc ça m'horripile. Vraiment, va me filer des boutons, je vous jure. Je suis allergique, c'est pas possible, je peux pas. Donc, j'ai au moins identifié le pourquoi du comment. Je n'aime pas les romances de Noël. Donc, je dis pas que je n'en lirai plus jamais, parce que je dis pas que... Si, j'ai dit que toutes les romances de Noël étaient comme ça. Mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y a une ou deux romances de temps en temps qui n'est pas comme ça. Donc, je vais peut-être essayer de continuer à en lire. J'ai notamment eu Noël à la petite boulangerie dans le calendrier de l'avant de mon Book. Et j'en ai acheté une ou deux autres que je tenterai peut-être l'année prochaine. Mais très clairement, les romances de Noël, ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui adorent les romances de Noël, mais autant de clichés à la page, encore une fois, moi, je ne peux pas. Donc voilà, je ne sais même pas combien de pages j'ai lu en fait, parce que j'ai dû lire une dizaine de pages de la première nouvelle. Ah oui d'ailleurs, j'avais deviné la fin de la première nouvelle, je l'ai pas fini, mais du coup j'ai lu la deuxième nouvelle qui est la suite, et effectivement, au bout de 10 pages, j'avais deviné tout le déroulement à la scène près de la nouvelle. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai lu les 4, 5, 6 premières pages de la deuxième nouvelle, puis ça m'a gonflé, je suis passée à la nouvelle d'après, donc voilà, j'ai lu en gros à peu près tous les débuts des nouvelles, et ça m'a gonflé. Donc voilà. Je vous avais prévenu, hein, c'était le premier coup de gueule de l'année. Bon, voilà, du coup la lecture est terminée. Je sais pas trop ce que ça a donné au niveau du focus parce que même si j'ai un retour écran maintenant, le but c'est que je regarde pas là, mais là, parce que sinon c'est pas pratique pour la vidéo, tu vois. Donc, a priori c'est bon au niveau du focus. La luminosité, ça a l'air de bien se passer. En même temps, je vous avouerai que si l'appareil photo qui m'a coûté très cher gère moins bien la luminosité que mon téléphone, ça va pas le faire. Mais bref, du coup j'espère que ça a été au niveau du son, de la luminosité, de machin, tout ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.